Chers amis zélés de la France éternelle, bonjour. Nous arrivons à la dernière et 6e session du Boomer déchaîné, intitulée « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on examine la plateforme politique de Force française. Je précise que la plateforme politique est un exposé de réflexion se donnant pour objet d'apporter des réponses possibles à des problèmes majeurs de société. Se distingue du programme de gouvernement qui est exécutoire ou impératif. Voilà, allez, on se lance. Après désignation du roi et sa validation dynastique par le sacre de Reims. 1. Installation du roi et abolition de la République. Conseil gouvernemental national à 2 niveaux. Conseil national régalien, Conseil national exécutif. 2. Rétablissement immédiat des frontières nationales. Création d'un corps militaire spécialisé dans la surveillance et le contrôle des frontières terrestres, maritimes, air. 3. Rétablissement du droit du sang, suppression du droit du sol. 4. Dissolution de l'Assemblée nationale et du Sénat. 5. Dissolution du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. 6. Dissolution du corps préfectoral, bras armé de l'État républicain, descendant par Napoléon Ier des sinistres envoyés en mission de la Convention nationale jacobine. Son remplacement par un gouvernorat départemental représentant le roi dépositaire local du pouvoir régalien et de l'administration centrale. 7. Suppression administrative des régions. 8. Audit portant sur la défaillance gouvernementale des 7 présidents de la République ayant succédé à la période de Gaulle. 9. Interdiction des mouvements politiques dits révolutionnaires dont l'idéologie est fondée sur les crimes de masse. Parti communiste, entre autres, révisionnisme historique de la Révolution française. 10. Instauration du comptage ethnique. 11. Suppression de la double nationalité à la 3e génération. 12. Contractualisation des résidents étrangers, quelle que soit la nature et les circonstances de leur présence sur le territoire français, tourisme, travail, affaires. Extromigration ou retour des immigrés, en 13, extromigration ou retour des immigrés dans leur zone d'origine. 2 options, extromigration consentie, aide au retour, extromigration non consentie, expulsion. Dispositions judiciaires visant à sanctionner ceux qui sont responsables de cette situation et l'encouragent. 14. Interdiction du métissage et des mariages mixtes. 15. Dissolution et interdiction sur le territoire français des organisations communautaristes étrangères sous quelque forme que ce soit, politique, culturelle, justifiant d'un prosélytisme activiste prohibé. La France n'est pas à être comparée aux États-Unis, pas davantage au monde anglo-saxon. Elle n'est pas un agrégat composite de minorités ethnocentrées et différenciées, formant un tissu d'arlequins populationnel. Il ne saurait y avoir de melting pot à la française. La France est le pays des Français de souche d'abord, puis une grande nation historique, catholique, fondée sur la transmission identitaire et l'affiliation héréditaire. La notion de minorité ethnique ou sociale n'existe pas dans la culture française et n'est pas dans son ADN. 16. Dissolution et interdiction de toute manifestation culturelle ou cultuelle fondée sur le secret initiatique, dont la franc-maçonnerie. 17. Reprendre langue, voire nouer des liens préférentiels avec toutes les composantes de notre ancien empire colonial. 18. Sanctuarisation du territoire français déclaré propriété nationale inviolable. 19. Abolition de la loi sur la liberté de la presse de juillet 1881, remplacée par la loi de garantie civique protégeant la liberté d'expression. 20. Référendum d'initiative civique, consultatif, décisionnaire,
révocatoire. 21. Rétablissement de la peine de mort, remise en cause de la loi Badinter 1981. 22. Audit de l'état sécuritaire général de la France depuis l'application de la loi Badinter. Crimes généralisés, crimes de récidive, agressions contre les biens et les personnes, dont les personnes faibles, femmes, enfants, vieillards. 23. Dissolution des compagnies républicaines de sécurité CRS. 24. Dissolution des polices municipales, réhabilitation du corps des gardiens de la paix. 25. Restauration de la police nationale dans ses prérogatives institutionnelles. 26. Restauration de l'armée française et de la gendarmerie nationale dans leurs prérogatives institutionnelles. Création d'un service de défense nationale et d'entraide civique obligatoire de 3 ans, hommes-femmes, dont 8 mois d'instruction militaire réservés aux hommes. Toute personne n'ayant pas accompli son temps de service ne pourra prétendre à la fonction publique. 27. Création d'une réserve militaire volontaire. 28. Refondation d'une industrie nationale d'armement léger, supprimée par pure bêtise idéologique et irresponsabilité politicienne des gouvernants républicains. 29. Patrimonialisation des domaines privés et publics, mettre fin à la spéculation agressive et au pillage du patrimoine historique français, y compris le patrimoine industriel et commercial, empêcher que notre patrimoine national soit considéré dans son ensemble comme garantie générale servant de caution à l'endettement structurel et permanent de l'État républicain. 30. Réduction significative des droits de transmission et de succession. 31. Relocalisation de l'économie nationale de production à basse valeur ajoutée. 32. Audit général des entreprises françaises passées sous contrôle étranger, état des lieux des entreprises françaises et de l'activité économique en général, contrôlée par les capitaux étrangers. 33. Tentative de reconstitution des entreprises historiques bradées aux intérêts étrangers, Alstom Énergie, Technip, Rhodia, Péchinet, Lafarge, ArcelorMittal, Alcatel. 34. Dissolution du ministère de la Culture et des FRAC. 35. Réhabilitation du ministère des Beaux-Arts. 36. Réhabilitation des bibliothèques locales d'érudition. 37. Dissolution du système associatif subventionné dit socioculturel. 38. Redéfinition du système associatif général selon ses moyens de financement privés. 39. Rétablir la diplomatie bilatérale ou multilatérale, indice de souveraineté nationale. 40. Sortie de la France de toutes les organisations supranationales ou mondialistes, dont l'OTAN, bras armé des États-Unis, l'ONU, l'esquisse de crypto-gouvernement mondial composé de super-fonctionnaires, l'Union européenne, filiale vassalisée des États-Unis. 41. Création d'une confédération internationale des peuples du monde, Interpax Unimonde, en remplacement de l'ONU. 42. Création d'une confédération des peuples européens en remplacement de l'Union européenne. 43. Réforme de l'État français et de la fonction publique. Abolition du statut communiste de la fonction publique, dit Thorez, mise à pied de 3 jours de la totalité des fonctionnaires de l'État français et réembauche après prestation du serment solennel. On va y revenir. 44. Dissolution des syndicats dits révolutionnaires, dont la CGT communiste. 45. Création d'un nouveau syndicalisme expérimental corporatiste dit jaune. 46. Suppression des impôts pour les fonctionnaires. Impôts stupides et nuls, consistant à reprendre d'une main ce que l'on donne de l'autre. Autant supprimer ce circuit inutile et coûteux. 47. Suppression du droit de vote pour les fonctionnaires.
à l'exception de la fonction publique de terrain, militaires, policiers, pompiers, fonction publique hospitalière, activité publique à haut degré de responsabilité critique. 48. Audit général et remise à plat du système bancaire et monétaire français, réforme de la Banque de France. 49. Réhabilitation du franc, indice de souveraineté nationale. 50. Réhabilitation de la famille nucléaire de type monogame à transmission patrilinéaire. 51. Prime familiale au troisième enfant. 52. Interdiction de l'avortement génocidaire hors prescription médicale. 53. Création d'un institut national rappelant les pupilles de la nation ayant vocation à accueillir les nouveau-nés non désirés ou abandonnés par les femmes. 54. Interdiction de toute forme de prosélytisme et d'encouragement public ou privé au vagabondage sexuel et aux pratiques sexuelles dévoyées, particulièrement en direction des enfants et de la jeunesse mineure. 55. Sanctionner durement et de façon énergique les actes de pédocriminalité et les agressions faites aux personnes faibles, femmes, enfants, personnes âgées ou déficientes. 56. Interdiction absolue du wokisme sous toutes ses formes publiques. Dissolution de l'ENA. En 57, dissolution de l'ENA, École nationale de l'administration, de l'Institut d'études politiques, Sciences Po, de l'ENEM, École nationale de la magistrature. 58, repenser les instituts publics de recherche à vocation culturelle ou scientifique dont le fonctionnement et le financement seront désormais liés à l'obligation de résultats. INSEE, INRA, INSERM, CNRS, etc. 59. Examiner la possibilité de recréer des académies royales fondées sur la sélection des meilleurs. 60. Création d'un institut de médecine naturelle et de la qualité alimentaire. 61. Refondation de l'éducation dite nationale. Autrement appelée le mammouth, l'éducation dite nationale est devenue en quelques décennies une institution pachydermique au coût de fonctionnement himalayesque de 160 milliards d'euros, soit plus de la moitié du budget général net de l'État, véritable incubateur d'abêtissement universel, de formatage des cerveaux, de bourrage de crânes républicains, usine à fabriquer les futurs lobotomisés et autres frustrés précocement fatigués de l'existence qui trouvent une raison de vivre dans le revanchardisme social et l'activisme gauchiste. 62. Refondation de fond en comble de l'université et des grandes écoles, redéfinition de leur raison d'être, de leur contenu thématique et de leur mission. Mise en cause par exemple de l'expression sciences humaines ou sociales, véritable fourre-tout du gauchisme universitaire. 64. Réintroduction dans le langage courant des mots qui semblent avoir disparu du vocabulaire français. Moralité, éthique, vocation, devoir, honneur, dignité, respect, courage, volonté, loyauté, fidélité, honnêteté, vertu, etc. 65. Réintroduction dans l'enseignement officiel de la morale en liaison avec l'enseignement de la philosophie, à condition de trouver le personnel enseignant compétent. 66. Réintroduction de la séparation éducative et scolaire spécifique filles-garçons. 67. Rétablissement du certificat d'études primaires et de l'apprentissage. 68. Libre choix de l'école pour les parents, privés, publics. 69. Généralisation du chèque scolaire. 70. Suppression des équipes nationales concernant toute compétition sportive se présentant à l'international au nom de la France. Retrait des Jeux olympiques et autres grandes kermesses sportives. 71. Suppression du 14 juillet, fête républicaine dite abusivement nationale et son remplacement à déterminer. Il est surprenant que la République établisse une fête nationale alors que le mot nationaliste est banni du langage républicain. Notons que dans l'imaginaire populaire, cette fête commémore la prise de la Bastille alors que celle-ci fut le signal des grands massacres de la Révolution française. Les terroristes qui prirent la Bastille et assassinèrent le gouverneur venaient de voler 30 000 fusils aux Invalides
Et pendant qu'il démantelait cette prison symbole de la tyrannie des lois, les mêmes créaient 40 prisons dans Paris. La fête nationale dite du 14 juillet est une imposture historique absolue. 72. Du fait de la patrimonialisation, de la sanctuarisation de l'espace territorial national, renforcement des lois d'urbanisme, arrêt de l'emprise des aires urbaines et des voies de communication sur la terre arable, arrêt de l'émiettage et du perlage inconsidéré des bâtis urbains, du mitage des espaces naturels, nettoyage et renaturation des lieux abusivement artificialisés, en finir avec la politique des grands travaux pharaoniques, renforcer les parcs naturels régionaux et nationaux, protéger le littoral et les milieux marins, les forêts, déboisement intensif, culture du manche à balai, les cours d'eau, sols, etc. 73. Réhabilitation des cimetières communaux qui seront élevés au rang de sanctuaires nationaux en hommage à tous nos morts. Réhabilitation de l'inhumation naturelle au détriment de la crémation maçonnique. 74. Rétablissement des croix, sinon des crucifix, dans les salles de classe des écoles publiques comme privées, les chambres des hôpitaux, les salles d'audience des tribunaux, ainsi que les croix surmontant les portails d'accès au cimetière. En un mot, remettre l'église au milieu du village et Jésus-Christ dans son église. Appel au roi. Qu'il soit bien entendu que quand nous disons appel au roi, il ne s'agit pas de faire appel à un roi d'opérette, monarque constitutionnel, cantonné d'office à sa fonction de plastron officiel destiné à s'afficher dans les mondanités d'apparat, d'un château à l'autre ou dans les hôtels particuliers hérités des grandes cours d'Europe, puis de distiller les scies républicaines les plus éculées, les plus navrantes, pour appâter les électeurs et leur faire croire que l'humanité n'a pas inventé mieux que la République pour satisfaire à son bonheur. Non, le roi le vrai, c'est le protecteur, le père de la nation, le garant de la stabilité pérenne de son règne et de son royaume. Il est le Rex, le chef de famille, comme dit son nom. Il est à la fois le chef d'une dynastie, la figure tutélaire et l'âme de son peuple. Il incarne son unité et sa cohésion native. Il assume, prolonge la continuité dynastique. C'est pour cela qu'à la suite de son décès, l'on proclame publiquement « Le roi est mort, vive le roi », passage de témoin émouvant, également nommé « Continuité du corps du roi ». Il s'agit de réintroduire la dignité royale dans le gouvernement de la France, limitée à ses fonctions régaliennes, dont la première sera de défendre l'honneur et la respectabilité de son peuple, ainsi que son identité profonde, déterminée par l'histoire et la nécessaire protection du patrimoine national. Rappelons qu'entre le roi et son peuple, il n'existe rien, surtout pas le poids mortifère d'une administration d'État hypertrophiée et corrompue. Le roi n'a pas besoin de se faire élire. Viennent ensuite les finances, la monnaie, la diplomatie, la justice, la défense, la sécurité des biens et des personnes, police, armée. Il gouvernera par référendum avec le peuple français et en co-administration avec le gouvernement exécutif officiel du régime. Il aura également un avis sur l'école et les mœurs publiques générales. Certes, aucun pays au monde ne voudrait avoir pour roi un tyran comme Henri VIII d'Angleterre, pourtant jeune roi, prometteur, colosse et cultivé. Aucun pays au monde ne voudrait avoir un roi comme Louis XVI, roi faible, embrouillé avec lui-même malgré le côté sympathique de l'homme. Mais aucun pays au monde ne voudrait avoir une lignée de 7 présidents de la République qui ont coulé la France en un peu plus de 50 ans. Il faut aussi parfois croire au destin. Le roi de France est catholique dans la droite ligne de ses prédécesseurs et du fondateur historique de la nation française, le roi Clovis Ier, dont il n'est pas inutile de rappeler ce que fut la triple mission sacrée à la suite de son baptême, soutenir la révélation chrétienne, extirper l'hérésie, arianisme, paganisme, protéger l'Église de Jésus-Christ. Le roi sera doté d'une liste civile, d'une résidence dans la capitale
et de résidence secondaire castrale. Il aura à sa disposition un cabinet de conseillers et sera à la tête d'une administration générale. Qui peut être roi? C'est une question délicate dans laquelle Force française entend rester dans un retrait bienveillant. Tout d'abord, il y a conflit de prétendants entre les Bourbons, les Orléans, les Bonaparte, entre les légitimistes, les orléanistes, les impérialistes. Mais où sont les pairs de France? Il doit y avoir longtemps que ceux-ci ont disparu du paysage aristocratique et de toute façon, les grandes familles princières n'existent plus ou ne sont que l'ombre d'elles-mêmes, si toutefois l'ombre subsiste encore. Le peuple français serait probablement appelé à trancher. L'appel au roi ne pourrait intervenir qu'après l'instauration du dispositif de démocratie directe, contre-pouvoir subsidiaire des institutions gouvernementales. Le roi serait évidemment sacré à Reims, souverainement couronné roi de droit divin et élevé à la dignité de lieutenant du Christ par la sainte onction. La France sera reconsacrée à Jésus-Christ et à Marie pour la laver des souillures et outrages qu'elle a subis tout au long de 2 siècles de République. Il sera également question de restituer aux anciennes provinces françaises leurs armoiries et les réinstaller dans leur légitimité historique. Voilà, alors maintenant je donne un élément particulier. Bon, il y en a plusieurs qui viennent, mais je ne peux pas évidemment en parler, ça ferait une vidéo trop longue. Repaysanisation de l'espace rural français. Il ne s'agit pas ici de parler des bobos gauchos, de urbains, de néo-ruraux et autres citadins hors sol, assoiffés de chlorophylle, en mal d'oxygénation ou de cadres paysagers bucoliques régénératifs, mais bien de réenraciner des familles agricultrices paysannes selon le principe d'autarcie pondérée de l'agriculture familiale de type polyculture-élevage qui a subsisté durant des siècles avec les acquis d'une meilleure connaissance scientifique des sols, agrobiologie et des méthodes culturales. Il s'agit de soutenir ce retour à la terre pour revivifier le tissu rural, mais aussi de contrer la stérilisation des sols cultivables provoquée par la pratique productiviste inconsidérée de la monoculture industrielle intensive. Intrants chimiques, mécanisation à outrance, gaspillage de l'eau, pollution de l'environnement, artificialisation des espaces arables, etc., au seul profit de la rentabilité et de la spéculation. Au point que nous nous sentons dans l'obligation de ne plus accorder le nom d'agriculteur à ces producteurs industriels, mais celui de terrassiers agricoles. Tout cela sans compter le détournement des espaces ruraux au profit abusif des activités de tourisme loisirs. Enfin, il s'agit d'empêcher dans le même temps et de manière drastique le mouvement de fond actuel qui commence à se propager depuis quelques années, consistant pour les grands prédateurs de la finance mondiale à s'emparer des terres agricoles à des fins de pure spéculation, particulièrement sur les produits de première nécessité et la nourriture de base. Il y a urgence à agir et à extraire les productions vitales de toute forme d'économie spéculative. Des dispositions seront prises pour faire baisser la pression du tourisme de masse, tournant parfois à la saturation dans certains sites attractifs, allant jusqu'à importuner les habitants locaux, tant par les touristes en surnombre, surtourisme, que par les marchands saisonniers. Maintenant, le grand scandale, l'abolition du statut communiste de la fonction publique, connu sous le nom de statut Thorez et refonte totale. Le statut de la fonction publique française est à la fois d'inspiration et d'origine entièrement communiste. Son développement exponentiel depuis la libération et son emprise sur la société française sont devenus, au bout de 70 années d'englument et de sclérose bureaucratique, proprement insupportables à la société civile. L'État français, totalement gangréné par l'entrisme socialo-communiste, voire trotskiste, ou tout simplement gauchiste, détourné de ses fonctions statutaires régaliennes
sous le regard consentant sinon bienveillant des idiots utiles du laisser-fairisme libéral, a été transformé en bunker inexpugnable de tous les privilèges corporatistes de la fonction publique. Situation ahurissante et scandaleusement anormale dont les conséquences la plus manifeste est que par une inversion de finalité objective, ce n'est plus la fonction publique qui est au service de la société civile, mais la société civile qui est au service de la fonction publique et qui paye. En 2025, date de référence, cela fait 80 ans que l'État français est un État communiste et 80 ans et en 80 ans d'imposture, pas une voix s'est élevée pour s'en offusquer, pas une voix s'est élevée pour dénoncer puis exiger une réforme profonde et décisive de l'État. Alors, quelques décisions à prendre. Mise à pied informel de la totalité des fonctionnaires de l'État français, des collectivités territoriales ou associatives et des entreprises non concurrentielles du parapublic, à l'exception de la fonction publique hospitalière. 2. Réembauche immédiate des mêmes au bout de 3 jours non payés et après avoir prêté un serment solennel, signé et prononcé publiquement les paroles ci-dessous, valables pour tous, quelle que soit la fonction et le niveau hiérarchique. 3. Après la réembauche, les nouveaux fonctionnaires seront désormais embauchés après enquête d'honorabilité sur contrôle du casier judiciaire étendu au 2e degré de parenté et à la 2e génération ascendante. Sur la base d'une famille de 5 personnes, le nombre de fonctionnaires par foyer ne pourra être supérieur à 2, afin d'enrayer la transmission héréditaire et la formation d'induration dynastique de fonctionnaires. Maintenant, le serment. Je cite. Après avoir fait acte de postuler dans l'ordre de la fonction publique et avoir été admise, je m'engage sur l'honneur, au nom de l'État et de l'administration publique royale, à servir loyalement mon pays dans l'exercice de mon activité. En échange de la garantie à vie de mon emploi, garantie à vie, je m'engage 1. À respecter les règles de l'obligation de réserve, de décence et d'obéissance, étant entendu que mon autorité et mes responsabilités se limitent à mon périmètre d'activité et aux ordres hiérarchiques qui me sont contractuellement assignés. 2. À m'interdire tout activisme politique de quelque nature que ce soit. 3. À ne pas avoir d'activité parallèle ou d'intérêt particulier dans le secteur marchand relevant de l'ordre privé ou toute autre situation de conflit d'intérêts. 4. À me mettre à la disposition permanente des autorités publiques en cas de circonstances exceptionnelles réclamant ma présence active. 5. À n'avoir d'autre objectif que de servir l'intérêt général de mon pays, la France, tout en ayant à l'esprit d'agir pour le bien commun. 6. À faire mienne la devise des compagnons du devoir, ne pas servir, ne pas asservir, mais servir. Fin de citation. Maintenant, quelques éléments de contexte. J'ai vaguement expliqué, dans la première session, comment j'en suis venu à utiliser mon 80e anniversaire pour lancer l'idée du boomer déchaîné. À partir du 25 septembre 2025, date de mon anniversaire, je me suis donc lancé au débeauté, sans préparation préalable, sans plan d'attaque. Les choses se présentaient bien, tout allait pour le mieux. Sauf que, tout à coup, un aléa imprévu vient casser le rythme. Je suis victime de ce que j'appellerais un crash asthénique. Inutile de faire le détail de la fatigue foudroyante qui s'en est suivie et qui m'a fait perdre beaucoup de temps par rapport à l'échéance prévue et m'a rendu difficile la réalisation de cette série de documents. J'aurais pu utiliser l'IA, paraître 20 ans plus jeune, avoir une voix d'avocat, mais hors de question pour moi de tromper le public à ce niveau de communication. Quoi qu'il en soit, merci de votre indulgence et d'avoir supporté les imperfections de cette série. En 2, certains auront peut-être remarqué et seront sans doute étonnés que je ne fasse aucune allusion à l'immigration.
Cela m'aurait demandé plus d'une session, rien que pour en résumer la problématique. Rassurez-vous, oui, l'immigration sera traitée, mais dans un autre contexte et à une autre occasion. 3. Où en est la censure depuis la première session où j'ai abordé la question? C'est parti plus que jamais. Les cinglés de la censure, les furieux de la censure, les fondus de la censure, les obsédés de la censure sont à l'œuvre. Ils ne pensent qu'à ça. Comment faire taire définitivement les Français qui ne pensent pas correctement? Loi, décret, ordonnance, circulaire, assassinat social, avant plus. Ils sont en train de mettre en place ce qu'Orwell n'aurait jamais imaginé pour pouvoir être traduit dans la réalité un jour, Big Brother. Les choses sont en cours. Il faut plus que jamais rester sur le qui-vive. 4. Je suis stupéfait de constater à quel point les leaders d'opinion classés à droite ou abusivement dits d'extrême droite sont totalement soumis au système politique républicain et incapables mentalement et intellectuellement de le remettre en question. Je ne citerai pas de nom, mais il y a du monde. La République n'est pas autre chose que le tombeau sacrificiel de la France. La France historique doit disparaître. Il ne leur vient pas une seconde à l'idée que le mal profond vient de là et que c'est par là qu'il faudrait commencer au lieu d'user de la salive à nous faire croire que la République est réformable. Non, elle n'est pas réformable. Vous vous souvenez qu'au début de la première session, je m'étais adressé à la jeunesse post-68arde, celle qui n'a pas connu mai 68, qui n'a jamais porté un fusil de guerre à l'épaule. Eh bien, je reviens à elle et je lui dédie cet hommage aux soldats français, rédigé après m'être prosterné devant un monument aux morts de la Grande Guerre de 14-18. Cet hommage signe la fin de la série Boomer déchaînée. Toutefois, j'ai prévu de rajouter un addendum portant sur la problématique désindustrialisation de la France, à venir plus tard en complément. En attendant, hommage aux soldats français morts pour rien. Salut à toi, soldat. Passant de rencontre, je m'arrête un instant pour m'incliner sur ta tombe. Sacrifié de 14-18, victime d'un immense désastre, ton nom, gravé dans le marbre, honore la mémoire de ceux qui ont donné leur vie dans une guerre effroyable dont on n'a jamais vraiment su pourquoi elle a mis à feu et à sang l'Europe entière. Il a suffi de l'assassinat d'un prince lointain pour allumer la mèche et provoquer une gigantesque conflagration. On est venu t'arracher à ta terre, à ton atelier, à ton bureau. On t'a séparé de ta famille, de tes enfants, de ta promise. Si jeune parfois qu'on t'a appelé à Marie-Louise. On t'a fait comprendre que si on est venu t'enlever au tien, ce n'était que pour accomplir une simple formalité, défendre ta patrie injustement agressée. Tu es parti la fleur au fusil. D'ailleurs, tu n'avais pas dit adieu, que tu envisageais déjà ton retour prochain. Alors, les larmes de la séparation étaient aussi les larmes d'espoir d'un prompt retour au foyer. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est une avalanche de feu qui t'a accueilli sur les champs de bataille. Des tonnes et des tonnes de mitrailles te sont tombées dessus. Tu as rencontré l'enfer, vécu le cauchemar quotidien où l'on ne fait même plus la différence entre la nuit et le jour, avec pour seule compagne la peur, la mort, dans la boue, la pluie, le froid, le chaleur, le sommeil, la fatigue, la faim, la souffrance, lancinante de ces jours, de bruit et de fureur qui n'en finissaient pas de se succéder. Vous êtes 1,5 million à être restés ensevelis dans la terre des combats, une terre boueuse, imbibée de votre sang, s'ouvrant tel un gigantesque tombeau à ciel ouvert et engloutissant vos corps que la nature a rendu à Dieu, et près de 4 millions de blessés, dont une grande partie n'ont été que des morts différées, de vivants en sursis, tant sur le plan physique, moral que psychologique.
Oui, vous êtes mort, parfois tué net, parfois tombé dans les pires souffrances, sans vraiment comprendre pourquoi ni comment. On vous a appelé pour sauver la patrie en danger et vous avez répondu comme un seul homme, dans un mouvement spontané et sincère, presque filial, parce que vous étiez encore de la race des braves, capables d'aller jusqu'au bout du sacrifice pour défendre leur pays et tout ce que la nation représentait des vocations charnelles, spirituelles, matérielles, passées, présentes, futures. Oui, vous êtes morts en croyant sauver votre pays. Le don du sang versé ennoblit votre mémoire et sanctifie votre sacrifice. Mais un siècle plus tard, la vérité oblige à dire que vous êtes morts pour rien. Vous avez été trompés, roulés dans la farine par ceux-là même qui sont censés vous protéger, protéger votre famille, protéger votre peuple. Je veux parler de vos soi-disant représentants politiques, ces politicards qui vous ont taillé jusqu'au bout de leur forfaiture et vous ont précipité dans cette boucherie infernale, ces pseudo-politiciens que vos descendants s'acharnent avec une consternante régularité à renvoyer au pouvoir d'élection en élection pour le plus grand malheur de ce pays pour lequel vous avez donné votre sang, votre vie. Car la vérité oblige à dire, là encore, que vous n'êtes pas mort pour la France. Pour la France, vous êtes mort pour la République. Oui, j'infirme le chant du départ, et ça change tout. Vous reviendriez à la vie, vous seriez horrifié de voir à quel point votre pays, la France, est tombé au 36e dessous de la décadence la plus épouvantable, au point qu'il ne parviendra peut-être jamais à s'en relever. Il serait trop long d'énumérer tous les stigmates de son effondrement qui entraînent irrésistiblement à l'effacement de la nation française et de son peuple, voire à terme à sa disparition pure et simple en tant qu'entité territoriale et civilisationnelle historique, tant elle est entraînée au fond du gouffre par les forces du mal et la haine de tout ce qui, de près ou de loin, est authentiquement français. Tout récemment, un ami gendarme à la retraite me disait que quand il était jeune, il admirait les grandes écoles qui font la fierté de notre pays. C'était d'ailleurs le cas jadis dans de nombreuses familles françaises ayant de l'ambition pour leurs enfants. Mais quand il voit aujourd'hui dans quel état de décomposition humaine et sociétale est tombée la société française dans son ensemble, son admiration s'est transformée en un sentiment de répugnance, n'hésitant pas à rendre responsables les hauts diplômés de l'élite républicaine issus de ces écoles dites grandes, du mal profond qui sape les fondements de notre nation. Ne parlons même pas des universités françaises qui ont abdiqué toute dignité historique pour n'être qu'un vague copier-coller servile du standard américain. Si vous reveniez à la vie, vous seriez atterré par l'attitude générale de vos descendants, par la façon dont ils ont oublié d'où ils viennent et qui ils sont, comme s'ils s'étaient reniés eux-mêmes, comme s'ils avaient renié leur propre pays, leur passé, leurs racines, leur famille, tirant d'un trait définitif sur leur identité profonde et au point de rendre votre sacrifice vain, inutile. Un sacrifice pouvant être ressenti à la limite comme une provocation par ceux dont tout le projet de vie se résume à la gestion de leur tractus gastro-intestinal, se contentant d'occuper une existence hédoniste, sans honneur ni dignité à de futiles jouissances éphémères. Ils passent puis oublient. Tant que la fausse monnaie spéculative coulera à flot pour entretenir l'illusion de l'abondance, du superflu, du frivole, ils refuseront d'ouvrir les yeux. Je crois que dégoûtés, écœurés, voire scandalisés par le spectacle de cette déchéance humaine qui s'étalerait à vos yeux, vous demanderiez à retourner par-delà la mort aux côtés du Père éternel. Mort pour rien, sans doute, mais pas pour tout le monde. Particulièrement pour ceux qui, venant de tous les horizons de la planète, déferlent par vagues immersives sur notre sol, sans aucune gêne, comme si on leur avait assigné pour mission d'envahir la France et l'Europe, avec pour objectif de se substituer à la population autochtone et de faire de ce pays que vous avez sauvé de la dérive pour le transmettre en héritage à votre descendance légitime. Le fameux slogan typiquement républicain lancé par François Mitterrand le 8 avril 1988 à propos de ces populations immigrées ne dit pas autre chose.
Ils sont chez eux, chez nous. Il peut être satisfait de lui, tonton, comme l'appelaient affectueusement les socialistes. Les populations concernées ont reçu le message 5 sur 5 et l'ont intégré dans leur démarche à suivre. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est que la République vous réserve une seconde mort. Car même mort, vous êtes encore de trop. Vous indisposez. On sait que la République tient dans ses cartons le projet funeste de supprimer les monuments aux morts dans toutes les communes de France. La raison essentielle avait été donnée à l'époque par la déléguée d'une officine proche du projet, elle-même issue de l'immigration. N'ayant pu retrouver le document, je restitue approximativement le propos. Je cite, « Il y a trop de noms français sur les monuments aux morts, objectait la dame. Ils représentent une époque qui n'est plus. Aujourd'hui, la population française est ethno-multiculturelle. Les patronymes doivent être le reflet de cette réalité. Je crois l'entendre ajouter, c'est comme ça, il faut s'y résigner. » L'expression qui me vient de suite à l'esprit pour stigmatiser une telle arrogance et mentalité de métèque. Elle ne désigne pas seulement certaines catégories d'étrangers déguisés en pseudo-français, mais aussi et surtout d'authentiques Français de souche qui se révèlent être les pires ennemis de leur propre pays et en plus, ils s'appellent nombre. Soldats, votre souvenir nous encourage à espérer et à agir. La litanie de vos noms résonne comme autant d'exemples de ce courage que vous avez su porter jusqu'à l'ultime sacrifice. Le silence qui entoure ce monument, élevé en votre honneur, pour lutter contre l'effacement et l'oubli sacrilège, nous interpelle, comme s'il signifiait à notre indifférence coupable cet humble reproche. Qu'avez-vous fait de notre pays? Qu'avez-vous fait de la France? Merci.